Tout d'abord, une demande de pardon anticipée, puisque à 15h43, un train m'attend pour Strasbourg, où je dois intervenir tout à l'heure. Donc, je ne pourrai pas entendre toute la richesse de nos partages. Merci de pouvoir, dans cette maison, une fois encore, dire l'importance de ce que j'appelle, moi, la dynamique des droits de l'homme ou des droits humains. La dynamique, quelque chose qui est en mouvement et quelque chose qui entraîne, quelque chose qui appelle. Je vais faire deux remarques et puis je voudrais souligner une seule chose à travers ma pratique dans différentes associations, ONG ou autres, trois rendez-vous que les droits de l'homme ont, à mon avis, avec le monde d'aujourd'hui. Deux remarques tout d'abord. La première remarque, c'est très important, quand nous entendons aujourd'hui des critiques sur l'inutilité, l'idéalisme des droits humains, mais ça ne sert à rien. Mais ce que je voudrais dire en commençant, c'est qu'il y a des millions d'hommes, de femmes qui s'en servent. Et c'est parce qu'il y a ces millions d'hommes et de femmes qui s'en servent que nous avons des motifs de continuer ce combat. C'est eux qui nous appellent. Et je voudrais, je ne peux pas évoquer, bien évidemment, mais je vois parce que je les ai rencontrés, les femmes violées au Kivu, dans l'Est de la République démocratique, les paysans chassés de leurs terres en Amérique latine, les habitants océaniens qui sont noyés sur leur île parce que le niveau de l'eau monte et qu'ils n'ont plus le droit de vivre sur leur terre, là où sont enterrés leurs parents. Et puis je voudrais citer cette parole quand on critique ou quand on met en cause la vocation universelle des droits humains. Je voudrais citer ce texte de Liu Xiaobo, vous savez, prix Nobel de la paix. En 2008, il va lancer un grand appel qui vise la société, pardon, qui est destiné à la société chinoise. Voilà ce qu'il écrivait. Après avoir fait la longue expérience d'une situation désastreuse en matière de droits de l'homme, le peuple chinois se rend compte plus clairement chaque jour que la liberté, l'égalité et les droits de l'homme sont des valeurs universelles de l'humanité. Il nous faut dire que cet argument de la non-universalité des droits de l'homme, c'est l'argument des dictateurs, c'est l'argument de ceux qui refusent la liberté. Je n'ai jamais entendu cet argument dans la bouche des militants et des militantes, et je les ai rencontrés nombreux. Donc lorsque, dans les salons, à la sortie d'un colloque ou autre, ah ben oui, mais est-ce que c'est vraiment universel? Soyons au moins capables de faire vivre ces visages parce que eux, ces hommes, ces femmes s'en servent. Deuxième remarque, peut-être que nous ne nous en servons pas assez. Et je voudrais insister sur la capacité d'interpellation que nous offre ce que j'appelle la dynamique des droits de l'homme à travers ces textes, qu'ils soient internationaux, continentaux ou nationaux, à travers les mécanismes et à travers, bien sûr, toute la vie de la société civile. Notre capacité, non seulement d'indignation, mais d'interpellation. Lorsque nous posons des questions aux responsables, qu'ils soient politiques, mais je mets aussi parmi les responsables ceux qui aujourd'hui imposent un certain nombre de lois économico-financières, lorsque nous les interpellons, nous ne nous ingérons pas anormalement dans leurs affaires. Nous ne faisons que rappeler la signature qui a été donnée par ces États. C'est la dimension juridique que nous ne devons jamais oublier à la dynamique des droits de l'homme. La dynamique des droits de l'homme n'est pas pour moi une philosophie, ce n'est pas pour moi une idéologie, c'est pour moi un cri et un espoir de pouvoir rester vivant. Donc, utilisons davantage, et vis-à-vis de nos responsables politiques, économiques, financiers, religieux parfois, j'appartiens à une communauté religieuse, n'hésitons pas à les interpeller, non pas sur la base d'une critique idéologique ou autre, mais sur la base de l'idéal commun sur lequel nous avons et nous donnons aujourd'hui notre accord. C'est des comptes que nous avons nous demandé réciproquement, car personne n'est parfait. Eux, ces hommes et ces femmes s'en servent, nous ne nous en servons pas suffisamment. 3 rendez-vous, car si les droits de l'homme ne sont pas au rendez-vous de l'humanité, ça ne sert à rien, une intervention d'avocat un vendredi après-midi dans un lieu aussi prestigieux ne sert rigoureusement à rien.
comment les droits humains sont-ils au rendez-vous de l'humanité, ou à certains d'entre eux en tout cas. Je n'en prends que 3 très rapidement, et pardonnez-moi de la caricature. Le premier rendez-vous, chers amis, c'est le rendez-vous de l'interdépendance. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, nous vivons ce que l'humanité n'a jamais vécu en termes d'interdépendance. Bien sûr, mon grand-père connaissait, avait voyagé, bien sûr, il savait lire des auteurs étrangers. Mais aujourd'hui, l'avenir professionnel de nos 6 petites filles va se décider à Washington, à Pékin, à Rio de Janeiro, que sais-je. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Nous sommes interdépendants. Face à l'interdépendance, c'est-à-dire à ce risque de sentir l'autre vouloir nous imposer, nous mettre en dépendance par rapport à son système, par rapport à sa religion, par rapport à son idéologie, nous avons 3 types de réactions possibles. Pour supprimer la dépendance, je vais tuer celui qui veut m'imposer cette dépendance. C'est la guerre, et c'est ce que nous utilisons généralement dans le domaine politique, dans le domaine économique, parfois dans le domaine religieux. Pour ne pas subir la dépendance, je supprime l'autre. Deuxième attitude possible, c'est « mes frères, mes sœurs, que le meilleur gagne ». C'est ce que j'appelle la liberté du renard dans le poulailler. Et oui, aujourd'hui, les 2 tiers de l'humanité, pas de chance, ils ne sont pas dans les meilleurs. Alors, ils sont écrasés, alors leur culture disparaît, alors 223 millions d'hommes, de femmes, d'enfants crèvent de faim, alors plus de la moitié des pays du monde utilisent la torture. Ce n'est pas les meilleurs, pas de chance. Et la 3e attitude qui va nous permettre de, excusez-moi le terme, de gérer cette difficile tension de la dépendance, c'est le socle commun que nous offre la dynamique des droits de l'homme. Car, je le répète, comment nous interpeller mutuellement, sinon sur la base, je répète, non pas d'idéologie, de religion ou de programme politique, mais sur la base d'un accord commun, je dirais d'un accord de survie. Donc pour gérer cette interdépendance, le plus réaliste aujourd'hui, c'est de travailler à la mise en œuvre effective de cet idéal commun que représente la dynamique des droits humains. Le 2e rendez-vous de l'humanité, vis-à-vis duquel, me semble-t-il, la dynamique des droits de l'homme a quelque chose à voir, c'est le rendez-vous de la toute-puissance. Nous sommes, chers amis, des tout-puissants. Comme croyant en Dieu, je ne devrais pas dire ça, mais je le constate. Oui, je peux changer la cellule humaine. Oui, je peux polluer la moitié d'un océan parce que mon usine atomique a explosé. Oui, je peux rendre aride, et je le fais, des millions d'hectares. Comment penser qu'aujourd'hui nous rendons définitivement arides des millions d'hectares? Nous le pouvons. Oui, par les médias modernes qui ont des aspects très bénéfiques. Nous nous en servons dans les ONG, mais qui ont aussi la capacité en 10 minutes de répandre dans le monde entier des nouvelles souvent vraies, mais encore trop souvent fausses. Donc cette toute-puissance, là encore, je ne vais pas la regretter, car elle soigne nos malades, car elle donne un avenir à ceux qui n'en ont plus. Mais cette toute-puissance, il faut lui donner un sens. C'était le philosophe et théologien Jacques Ellul qui disait « il y a 3 choses en matière de puissance. Il y a la puissance, il y a l'impuissance, je ne peux pas le faire, et il y a le choix de la non-puissance. » Oui, nos savants doivent continuer à inventer, mais toutes nos inventions ne sont pas faites pour être transformées en technologie, ne sont pas faites pour être commercialisées. Mais comment faire le choix? Et en particulier un choix sur le plan universel. Je pense que la référence, le filtre de la dignité de la personne humaine peut nous aider à voir si telle invention, si tel projet de loi, et nous sommes ici dans un lieu symbolique, si telle affirmation ou discours religieux passé au filtre de cette dignité, est-ce qu'il est encore à la hauteur de cet horizon des droits humains? 2e rendez-vous, celui de la toute-puissance. Le 3e rendez-vous, à propos duquel il me semble que les droits humains ont quelque chose à nous dire, c'est ce que j'appelle le partage des souffles. On reproche parfois à la Déclaration universelle de 1948 de ne pas mentionner l'origine, la racine de la dignité. Et moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis que l'on ait laissé le mot ou la référence à la dignité de la personne dans un au-delà qui dépasse toutes les familles de pensée, dans un au-delà qui dépasse toutes les idéologies. Ce qui ne veut pas dire
qu'il n'y a pas des racines idéologiques, philosophiques et religieuses à cette dignité. Mais nous avons et nous aurions tous trop tendance à l'enfermer dans notre définition, dans mon approche occidentale, par exemple, etc., à enfermer cette dignité. Donc, nous sommes invités, et les droits humains nous invitent à ce que j'appelle le partage des souffles. Lorsque l'article, je ne sais plus, je crois que c'est 17, parle d'un niveau de vie suffisant, dis-moi, toi qui vis au fin fond de la République centrafricaine, c'est quoi le niveau de vie suffisant? Dis-moi, toi qui es dans la Pampa argentine, c'est quoi le niveau de vie suffisant? Dis-moi, etc. Nous avons à l'occasion d'un article très précis qu'il nous faut appliquer, puisque c'est un engagement que nous avons pris. Voilà que nous allons ouvrir un dialogue, le partage des souffles. Qu'est-ce que tu mets sous le mot dignité? Qu'est-ce que tu mets sous le mot autorité? Qu'est-ce que tu mets sous le mot état de droit? Qu'est-ce que tu mets sous le mot exercice du pouvoir? Voilà une occasion extraordinaire que nous offre la base de cet idéal commun formulé en termes de droits et de devoirs. Eh bien, une occasion de partage. Partager nos souffles. Moi, je l'ai vu dans la découverte qui a été pour moi de la torture, à travers l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous avons un article 6 qui interdit les traitements inhumains. Mais ici, chers amis, est-ce que nous avons la même approche de ce qui est inhumain? Voilà qu'à l'occasion de l'application de cet article, une cour pénale internationale doit savoir justement si ça rentre dans le génocide, quel est le degré d'inhumanité et jusqu'où je peux ou nous ne pouvons pas aller. Voilà la grande richesse, me semble-t-il, de la dynamique des droits de l'homme. C'est de nous inviter à ce débat. Et je pense que ce débat, il est vrai pour les Nations Unies, il est vrai pour une assemblée prestigieuse comme celle d'aujourd'hui, mais il est vrai aussi pour notre conseil municipal. Lorsque je dois décider de la régulation, par exemple, des manifestations sur la voie publique, sur quelle base allons-nous le faire? Sur la base de ces accords minima du vivre ensemble que représente cet idéal commun. J'en ai presque terminé, chers amis. Pour une fois, vous voyez, l'avocat n'a pas été trop long. Ces 3 rendez-vous fondamentaux me font dire, et si je vais tout à l'heure à Célestat, c'est parce que mes 6 petites filles me demandent de dire que les droits de l'homme est la solution et la proposition la plus réaliste pour affronter le rendez-vous de la dépendance, de l'interdépendance, pour affronter le rendez-vous de la toute-puissance, pour affronter le rendez-vous du manque de souffle ou du manque de sens. Et je pourrais ajouter bien d'autres rendez-vous, celui des inégalités, celui de la misère, etc., etc. Je termine, chers amis, et là encore par un rappel d'une parole d'un prix Nobel. Vous savez que le président Mitterrand aimait beaucoup réunir les prix Nobel. Un jour, il réunit les prix Nobel avec son ami Elie Wiesel, qui à 15 ans a connu les camps de la mort. N'oublions jamais que la déclaration de 1948, elle a comme origine 60 millions de morts. La Shoah, la destruction systématique des populations civiles, la bombe atomique. Alors que quand vous avez des gens qui disent oui, c'est une petite manie d'avocat, c'est un idéal, vos droits de l'homme. Non. Eh bien, Elie Wiesel est à cette réunion. À la fin de la réunion, il faut une clôture et le président Mitterrand tape le bras d'Elie Wiesel. Alors, Wiesel, vous avez préparé une conclusion? Ben non, vous ne me l'avez pas demandé, monsieur le président, mais je vais la faire. Et Elie Wiesel raconte, je leur ai raconté des prix Nobel, comme vous et nous, ce soir. Je leur ai raconté une histoire, bien sûr une histoire juive. C'était il y a très longtemps, au fin fond de l'Europe de l'Est, dans un village. Tout le monde était juif. Le bedeau, vous savez que le bedeau, c'est celui qui va sonner les cloches, qui va ouvrir le temple, la synagogue, l'église, etc. Ce n'est pas toujours le bac plus 17 dans le village. Le bedeau passait de maison en maison pour dire « Réveillez-vous, réveillez-vous, c'est le jour du Seigneur ». Alors moi, Elie Wiesel, je viens vous dire à vous, prix Nobel, il est plus que jamais temps, chers amis, que nous passions de village en village, de maison en maison, d'entreprise en entreprise, de gouvernement en gouvernement pour dire « Chers amis, réveillons-nous, c'est le jour de l'homme ». Tel est le message des droits humains. Merci, chers amis, et pardonnez mon absence.